Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le vocabulaire essentiel du quotidien, que ce soit à la maison, à l'école ou au travail. Nous allons décrire les lieux, les objets, les actions et les interactions que vous rencontrez tous les jours. Le but est de vous aider à parler français de manière claire et naturelle, même si vous êtes débutant ou intermédiaire. Oui, Marc, et dans cet épisode, nous allons utiliser des phrases longues et complètes exactement comme dans la vie réelle. Pas seulement des mots isolés, pas seulement des phrases courtes, mais de vrais dialogues pour que les auditeurs puissent écouter, comprendre et répéter facilement. Vous allez découvrir comment décrire votre environnement, expliquer vos activités quotidiennes et parler avec vos collègues ou amis en français. Exactement, Paul. Nous allons aborder tous les thèmes importants du quotidien. De la maison, avec le salon, la cuisine, la chambre et la salle de bain, à l'école, avec les salles de classe, la bibliothèque et la cour de récréation. Puis nous parlerons du travail, des bureaux, des objets, des réunions et des échanges avec les collègues. Chaque thème sera présenté avec des dialogues longs et détaillés pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire et pratiquer le français de manière concrète. Oui, Marc, et pour rendre cet apprentissage plus efficace, nous allons vous montrer comment construire des phrases complètes, décrire des lieux et des objets et parler de vos actions quotidiennes. En écoutant et en répétant, vous pourrez vous entraîner à parler français dans toutes les situations de la vie réelle. Alors installez-vous confortablement, préparez un carnet pour vos notes et suivez-nous dans ce voyage pour améliorer votre français au quotidien. Alors, c'est parti, Paul. Commençons ce nouvel épisode et découvrons ensemble le vocabulaire essentiel du quotidien pour la maison, l'école et le travail, avec des phrases simples, longues et pratiques pour tous les auditeurs. Bonjour Paul. Je suis content que nous ayons décidé de nous retrouver aujourd'hui pour discuter en français. Je pense que ce sera une excellente occasion pour toi de pratiquer la langue et d'apprendre de nouveaux mots utiles pour la vie quotidienne. Bonjour Marc. Oui, tu as raison. Je trouve que c'est toujours plus facile d'apprendre quand on parle de choses simples et concrètes, comme la maison où l'on vit, l'école où l'on apprend, ou encore le travail que l'on fait chaque jour. Parce que ce sont des réalités que nous connaissons tous dans notre vie. Exactement. Et c'est pour cela que je propose de commencer par décrire notre environnement. Nous allons utiliser des phrases simples, mais longues, afin que tu puisses bien répéter et mémoriser le vocabulaire. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 thèmes principaux: la maison, l'école et le travail. Et nous ajouterons aussi des objets et des lieux courants que tu rencontres tous les jours. Très bien, je suis prêt à écouter, à répéter et à poser des questions si je ne comprends pas un mot ou une expression. Je pense que ce dialogue sera très utile pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui apprennent le français. Alors, Paul, commençons par parler de la maison parce que c'est l'endroit où nous passons beaucoup de temps chaque jour. La maison est un lieu très important dans la vie de chacun. Elle peut être grande ou petite, mais dans toutes les maisons, il y a des pièces essentielles comme le salon, la cuisine, la chambre et la salle de bain. Est-ce que tu peux me décrire ta maison avec des phrases simples mais complètes? Oui, bien sûr Marc, ma maison n'est pas très grande mais elle est confortable et agréable à vivre. Quand on entre par la porte principale, on arrive d'abord dans un petit couloir qui mène directement vers le salon. Le salon est la pièce où je passe le plus de temps. Il y a un canapé, une table basse et une télévision accrochée au mur. Sur le côté, il y a aussi une fenêtre qui laisse entrer beaucoup de lumière, ce qui rend la pièce claire et chaleureuse. C'est une bonne description, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour pratiquer le vocabulaire. Tu utilises des mots très simples, mais tu construis des phrases assez longues pour que l'auditeur comprenne bien le contexte. Est-ce que tu peux maintenant me parler d'une autre pièce importante de ta maison? Par exemple, la cuisine. Bien sûr Marc, la cuisine est une pièce très pratique. Dans ma cuisine, il y a un grand réfrigérateur pour garder les aliments au frais. Il y a aussi une cuisinière pour préparer les repas, un évier pour laver les assiettes et les verres, et plusieurs placards où l'on range les assiettes, les tasses et les ustensiles de cuisine. J'aime beaucoup cuisiner parce que cela me permet d'apprendre aussi le vocabulaire de la nourriture et des objets de cuisine. Très bien, Paul. Maintenant que tu as parlé du salon et de la cuisine, j'aimerais que tu me décrives une autre pièce importante de la maison, par exemple la chambre. Car la chambre est l'endroit où l'on dort, où l'on se repose
et où l'on garde souvent ses affaires personnelles. Peux-tu me dire comment est ta chambre et ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, bien sûr, Marc. Ma chambre est une pièce assez simple, mais confortable. Au centre de la chambre, il y a un lit avec 2 oreillers et une couverture. À côté du lit, il y a une petite table de nuit où je pose une lampe et quelques livres. J'ai aussi une armoire où je range mes vêtements, chemises, pantalons et vestes. Dans un coin de la chambre, il y a un bureau avec une chaise. C'est l'endroit où je lis, où j'écris et parfois où je travaille sur mon ordinateur. Ma chambre est pour moi un espace très calme qui me permet de me reposer et de me concentrer. C'est une description très claire et bien structurée. Tu utilises le vocabulaire de base tout en faisant des phrases assez longues pour bien expliquer. Maintenant, parlons de la salle de bain. La salle de bain est aussi une pièce essentielle dans une maison. Que peux-tu me dire sur la tienne? Dans ma salle de bain, il y a une douche où je me lave chaque matin. Il y a aussi un lavabo avec un miroir au-dessus. J'ai une petite armoire accrochée au mur où je garde ma brosse à dents, mon dentifrice et d'autres objets comme le savon et le shampoing. À côté du lavabo, il y a aussi une serviette accrochée pour me sécher les mains ou le visage. Même si la salle de bain est une petite pièce, elle est très importante parce que c'est l'endroit où l'on prend soin de soi chaque jour. Très bien. Paul, tu as déjà décrit le salon, la cuisine, la chambre et la salle de bain. Ce sont les pièces principales d'une maison. Mais parfois, certaines maisons ou appartements ont aussi un jardin ou un balcon. Ce sont des espaces qui permettent de sortir un peu à l'extérieur sans quitter complètement la maison. Est-ce que ta maison possède un jardin ou un balcon? Oui, Marc, ma maison a un petit jardin à l'arrière. Ce n'est pas un grand espace, mais c'est suffisant pour planter quelques fleurs et même quelques légumes. Par exemple, dans mon jardin, il y a des rosiers qui donnent de belles fleurs au printemps et j'ai aussi planté des tomates et de la salade que je peux récolter pour préparer mes repas. Il y a une petite table avec 2 chaises pour s'asseoir et prendre un café quand il fait beau. J'aime beaucoup passer du temps dans le jardin parce que c'est un endroit calme qui me permet de me détendre et de respirer de l'air frais. C'est une belle description et c'est une bonne idée de parler aussi des objets qui se trouvent dans le jardin, comme la table, les chaises ou même les plantes. Tout cela fait partie du vocabulaire quotidien. Mais dis-moi, est-ce que tu as aussi un balcon dans ta maison? Non, je n'ai pas de balcon dans ma maison actuelle, mais j'ai déjà habité dans un appartement qui en avait un et je me souviens que c'était très pratique. Sur le balcon, on pouvait mettre un petit séchoir pour étendre le linge après la lessive. On pouvait mettre aussi une chaise pour profiter du soleil. Même si ce n'était pas très grand, c'était un espace agréable qui donnait un peu plus de liberté dans un appartement. Tu vois, Paul, en décrivant simplement ces espaces, comme le jardin ou le balcon, tu enrichis ton vocabulaire et tu apprends à construire des phrases longues qui expliquent vraiment ton environnement. Et c'est exactement ce que nous cherchons à faire dans ce podcast. Alors, Paul, nous avons déjà bien parlé de la maison. Nous avons décrit le salon, la cuisine, la chambre, la salle de bain et même les espaces comme le jardin et le balcon. Tout cela t'a permis d'utiliser beaucoup de vocabulaire du quotidien. Avant de passer au thème de l'école, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es chez toi, dans ta maison? C'est une bonne question, Marc. Pour moi, la maison n'est pas seulement un bâtiment avec des pièces. C'est aussi un endroit qui donne un sentiment de sécurité et de confort. Quand je rentre chez moi après une journée de travail ou après avoir passé du temps dehors, je me sens vraiment à l'aise. Je peux me reposer dans ma chambre, préparer un repas dans la cuisine ou passer un moment tranquille dans le salon. La maison est comme un refuge où l'on peut être soi-même et se sentir bien. C'est une très belle réponse, Paul. Tu as utilisé non seulement le vocabulaire des pièces de la maison, mais tu as aussi exprimé une idée plus personnelle. Et c'est cela qui rend ton français plus vivant et plus intéressant. Maintenant, je propose que nous changions de sujet et que nous parlions d'un autre lieu essentiel dans la vie quotidienne, l'école. Parce que l'école est un endroit que tout le monde connaît. C'est le lieu de l'apprentissage, des rencontres et aussi des souvenirs d'enfance. Oui, je suis d'accord. L'école est un lieu très important, non seulement pour apprendre à lire et à écrire, mais aussi pour se faire des amis et découvrir de nouvelles choses. Je me souviens encore de mes premières années à l'école, des salles de classe avec des tableaux, des bureaux et des livres, et de l'ambiance qui régnait quand nous étions tous ensemble pour apprendre. Je pense que ce sera très intéressant de décrire ce lieu dans notre dialogue. Très bien, Paul. Commençons à parler de l'école et plus particulièrement de la salle de classe, car c'est l'endroit principal où les élèves passent leur temps pour apprendre.
Une salle de classe contient beaucoup d'objets utiles et de meubles importants. Par exemple, il y a des tables, des chaises, un bureau pour l'enseignant et un tableau pour écrire. Peux-tu me décrire une salle de classe comme tu te l'imagines? Oui, bien sûr, Marc. Quand j'entre dans une salle de classe, la première chose que je vois, ce sont les rangées de tables et de chaises pour les élèves. Chaque élève a son propre bureau où il peut poser ses cahiers, ses livres et ses stylos. Au fond de la classe, il y a souvent une grande armoire ou des étagères pour ranger du matériel scolaire, comme des dictionnaires, des crayons de couleur ou encore des feuilles de papier. À l'avant de la salle, il y a le bureau de l'enseignant avec ses affaires et juste derrière lui, un grand tableau noir ou blanc, selon l'école, sur lequel on écrit les leçons à la craie ou avec un marqueur. C'est une description très précise et tu utilises beaucoup de vocabulaire utile pour les apprenants. Dans une salle de classe, on trouve aussi parfois un vidéoprojecteur ou un écran pour montrer des images et des vidéos. Il y a souvent des affiches sur les murs avec des cartes du monde, des règles de grammaire ou du vocabulaire illustré. Cela aide les élèves à apprendre de manière visuelle. Est-ce que toi, tu te souviens d'un objet en particulier qui t'a marqué dans une salle de classe? Oui, je me souviens très bien du tableau. C'était toujours un moment important quand le professeur écrivait une nouvelle leçon. Tout le monde devait regarder, écouter et copier dans son cahier. Parfois, il y avait aussi une grande horloge au mur qui nous rappelait combien de temps il restait avant la fin du cours. Et bien sûr, il y avait toujours des fenêtres pour laisser entrer la lumière du jour et pour aérer la salle quand il faisait chaud. Très bien, Paul. Maintenant que nous avons décrit la salle de classe, parlons d'autres espaces importants dans une école. Par exemple, la cour de récréation. C'est l'endroit où les élèves se détendent entre des cours, jouent avec leurs amis et prennent l'air. Peux-tu me décrire ce que l'on peut trouver dans une cour de récréation? Oui, Marc. La cour de récréation est souvent un grand espace ouvert. Il y a parfois des arbres ou des bancs pour s'asseoir et souvent des aires de jeu avec des balançoires ou des toboggans pour les plus jeunes élèves. Les élèves jouent au ballon, à la corde à sauter ou simplement discutent entre eux. C'est un endroit très vivant, plein de rires et de mouvements. On y ressent une énergie différente de celle de la salle de classe. Exactement. Et en parlant de la cour de récréation, on peut aussi mentionner le terrain de sport qui se trouve souvent à côté. C'est là que les élèves peuvent pratiquer le football, le basket ou d'autres activités physiques. Mais parlons maintenant d'un lieu plus calme dans l'école, la bibliothèque. C'est un endroit où l'on peut lire, étudier et chercher des informations. Peux-tu me décrire une bibliothèque scolaire? Oui, dans la bibliothèque, il y a beaucoup d'étagères avec des livres de toutes sortes. Romans, dictionnaires, livres scientifiques et parfois des magazines ou des journaux. Il y a des tables et des chaises où les élèves peuvent s'asseoir pour lire ou faire leurs devoirs. La bibliothèque est très silencieuse et on y va pour se concentrer et apprendre. Il y a parfois un bibliothécaire qui aide les élèves à trouver les livres qu'ils cherchent. C'est un endroit très utile pour compléter les leçons apprises en classe. Très bien, Paul. Après avoir parlé de la salle de classe, de la cour de récréation et de la bibliothèque, parlons maintenant d'autres lieux importants dans une école. Par exemple, la cantine. C'est l'endroit où les élèves prennent leur repas. Peux-tu me décrire une cantine scolaire et ce que l'on peut y trouver? Oui, Marc. La cantine est généralement une grande salle avec beaucoup de tables et de chaises. Chaque élève a sa place pour manger. Il y a un espace où les élèves prennent leur plateau et choisissent les plats. Souvent, il y a des serveurs ou un personnel qui distribue les repas. Il y a aussi des poubelles pour jeter les déchets et parfois des affiches sur les murs pour rappeler les règles de la cantine ou pour donner des conseils sur la santé et l'alimentation. La cantine est un endroit animé, surtout à midi, avec des élèves qui parlent, rient et partagent leurs repas. Exactement. Et à côté de la cantine, il y a souvent le bureau du directeur. C'est un endroit plus calme, où l'on peut rencontrer le directeur ou la directrice pour poser des questions ou résoudre des problèmes. Peux-tu me dire comment tu imagines ce bureau? Oui, le bureau du directeur est généralement plus petit et plus calme que les autres pièces de l'école. Il y a un grand bureau, avec des papiers et un ordinateur, des étagères avec des dossiers importants et parfois des décorations comme des photos ou des plantes. C'est un lieu où l'on se sent respecté et où l'on doit parler avec politesse et attention. Le directeur ou la directrice reçoit les élèves, les parents et les enseignants pour discuter de questions importantes. Très bien.
Enfin, parlons des couloirs de l'école. Ce sont les lieux que l'on traverse tous les jours pour aller d'une salle à une autre. Peux-tu me les décrire? Oui, les couloirs sont souvent longs et parfois étroits. Il y a des portes qui mènent à chaque salle de classe, des casiers où les élèves peuvent ranger leurs affaires, et parfois des affiches, des dessins ou des informations sur les activités scolaires. Les couloirs sont des espaces de passage, mais aussi des lieux où l'on peut croiser ses amis et parler quelques minutes entre les cours. Ils font partie de la vie quotidienne de l'école. Très bien, Paul. Après avoir bien exploré le vocabulaire lié à la maison et à l'école, passons maintenant au travail. C'est un autre lieu très important dans la vie quotidienne. Le travail peut se passer dans différents endroits, comme un bureau, une usine, un magasin ou même à l'extérieur. Pour commencer, concentrons-nous sur le bureau. Peux-tu me décrire un bureau typique et ce que l'on y trouve? Oui, Marc. Un bureau est généralement une pièce où l'on travaille assis sur une chaise, devant un bureau. Sur le bureau, il y a souvent un ordinateur, des papiers, des stylos, un téléphone et parfois des dossiers rangés dans des porte-documents. Il y a aussi des étagères pour ranger les livres, les dossiers et les documents importants. La pièce peut être décorée avec quelques plantes, des tableaux ou des photos pour rendre l'endroit plus agréable et moins monotone. Exactement. Et en parlant de bureau, il y a aussi souvent des collègues autour de nous. Les collègues sont des personnes avec qui nous travaillons chaque jour. Ils peuvent nous aider, répondre à nos questions ou simplement discuter pendant les pauses. Le bureau est donc un lieu à la fois professionnel et social. Peux-tu me donner un exemple de ce que l'on peut faire avec ses collègues dans un bureau? Oui, Marc. Par exemple, on peut organiser des réunions pour discuter des projets en cours, on peut échanger des idées, partager des informations importantes ou résoudre des problèmes ensemble. Pendant la pause, on peut aussi boire un café, discuter de manière plus détendue ou partager un déjeuner. Ces moments permettent de créer une bonne ambiance et de mieux connaître les collègues. Le bureau n'est donc pas seulement un lieu de travail, c'est aussi un espace de communication et de collaboration. Très bien, Paul. Après avoir décrit le bureau et l'espace de travail individuel, parlons maintenant des autres lieux que l'on trouve dans une entreprise. Par exemple, la salle de réunion. C'est un endroit où les collègues se retrouvent pour discuter de projets, prendre des décisions ou présenter des idées. Peux-tu me décrire comment est une salle de réunion typique? Oui, Marc, une salle de réunion est généralement une pièce assez grande, avec une grande table au centre et plusieurs chaises autour. Il y a souvent un tableau blanc ou un écran pour présenter les informations. Parfois, on y trouve aussi un vidéoprojecteur pour montrer des diapositives ou des documents. Dans une salle de réunion, les collègues se parlent beaucoup, posent des questions, prennent des notes et essaient de trouver ensemble les meilleures solutions pour les projets en cours. Exactement. Et à côté des salles de réunion, il y a souvent des couloirs. Ce sont les espaces de passage qui relient toutes les pièces. Ils permettent de se déplacer dans l'entreprise et parfois de croiser d'autres collègues. Peux-tu me dire ce que l'on peut trouver dans les couloirs? Oui, dans les couloirs, on trouve parfois des portes qui mènent au bureau ou aux salles de réunion. Il y a des panneaux d'information pour indiquer les directions, parfois des affiches sur la sécurité ou sur les événements de l'entreprise. Certains couloirs ont aussi des bancs ou des plantes pour rendre l'espace plus agréable. Les couloirs sont des espaces de passage, mais ils peuvent aussi être des lieux pour de petites conversations rapides entre collègues. Très bien, Paul. Enfin, parlons d'un autre lieu important dans le travail, la cafétéria ou la salle de pause. C'est là que les employés prennent un café, un déjeuner ou simplement se reposent un moment. Peux-tu me décrire une cafétéria typique? Oui, la cafétéria est une grande salle avec des tables et des chaises. Il y a un espace où l'on peut se servir ou acheter des boissons et des repas. Parfois, il y a un distributeur automatique, des micro-ondes pour réchauffer les plats et des poubelles pour jeter les déchets. C'est un endroit animé, surtout à l'heure du déjeuner. Les collègues y discutent, partagent leurs idées ou simplement se détendent avant de reprendre le travail. Très bien, Paul. Maintenant que nous avons décrit les lieux du travail, parlons des objets que l'on trouve dans un bureau ou dans une entreprise. Ces objets sont essentiels pour travailler efficacement. Par exemple, on utilise souvent des ordinateurs, des documents, des stylos et des cahiers. Peux-tu me décrire ces objets et leur utilité? Oui, Marc.
L'ordinateur est probablement l'objet le plus important dans la plupart des bureaux. Il sert à écrire des emails, rédiger des documents, faire des recherches et communiquer avec les collègues ou les clients. Les documents et les dossiers permettent de garder les informations importantes organisées. Les stylos, les crayons et les surligneurs sont utilisés pour écrire, prendre des notes ou marquer les informations importantes. Les cahiers et les bloc-notes permettent de noter les idées ou les tâches à faire. Tous ces objets sont nécessaires pour bien travailler et rester organisés. Exactement. Et il y a aussi d'autres petits objets utiles dans un bureau, comme les trombones, les aggrappeuses, les classeurs, les post-it et parfois les imprimantes. Tous ces objets permettent de mieux gérer le travail quotidien. Par exemple, les post-it servent à se rappeler des rendez-vous ou des tâches importantes, et l'imprimante permet d'avoir des copies papier des documents que l'on utilise sur l'ordinateur. Oui, et il y a aussi des objets personnels que l'on garde sur le bureau, comme une tasse pour le café ou le thé, une petite plante, des photos ou un agenda. Ces objets rendent l'espace plus agréable et plus personnel. Même si ce sont de petits objets, ils ont une grande importance pour se sentir à l'aise et motivé dans son environnement de travail. Très bien, Paul. Tu as bien expliqué le rôle de chaque objet et leur utilité. C'est exactement ce que les auditeurs doivent retenir pour enrichir leur vocabulaire du quotidien. Connaître les objets et savoir les décrire est essentiel pour parler de son environnement au travail. Très bien, Paul. Après avoir décrit les objets au travail, parlons maintenant des actions et des activités que l'on fait tous les jours dans un bureau ou dans une entreprise. Par exemple, écrire des emails, répondre au téléphone, préparer des documents, assister à des réunions ou organiser son travail. Peux-tu me décrire une journée type au travail en utilisant ces actions? Oui, Marc. Une journée type commence souvent par arriver au bureau et allumer l'ordinateur. Ensuite, je vérifie mes emails et je réponds aux messages importants. Après cela, je prépare les documents dont j'ai besoin pour la réunion ou pour les projets en cours. Parfois, je passe des appels téléphoniques pour organiser des rendez-vous ou poser des questions à mes collègues. Pendant la matinée, je participe à une réunion où nous discutons des tâches et des objectifs à atteindre. C'est un moment très important pour rester organisé et coordonné avec les autres membres de l'équipe. Exactement. Et l'après-midi peut être consacré à d'autres activités, comme travailler sur un projet spécifique, rédiger des rapports, analyser des informations ou créer des présentations. Parfois, on doit collaborer avec d'autres collègues pour résoudre des problèmes ou pour trouver des solutions ensemble. Toutes ces actions demandent de l'organisation, de l'attention et de la communication. Peux-tu donner un exemple d'activité que tu fais souvent l'après-midi? Oui, l'après-midi, je travaille souvent sur des documents importants. Je relis les informations, je corrige les erreurs et je prépare des rapports pour mon responsable. Si nécessaire, je partage les documents avec mes collègues par email ou sur le serveur de l'entreprise. Parfois, je dois aussi préparer une présentation avec des diapositives pour montrer l'avancement d'un projet. Ces activités demandent du temps et de la concentration, mais elles sont très utiles pour apprendre le vocabulaire du travail et pratiquer des phrases complètes. Très bien, Paul. Tu as parfaitement décrit les actions quotidiennes au travail. Ces phrases longues et détaillées sont exactement ce qu'il faut pour que les auditeurs apprennent à parler de leur environnement et de leurs activités de manière claire et pratique. Très bien, Paul. Après avoir parlé des actions quotidiennes, parlons maintenant des rencontres et des échanges avec les collègues. Car le travail ne se fait pas seulement avec des objets et des documents. Il se fait aussi avec des personnes. Peux-tu me décrire comment se passent généralement ces échanges au bureau? Oui, Marc. Dans une journée de travail, on rencontre souvent des collègues dans différents espaces, par exemple dans le bureau, dans les couloirs ou dans la salle de réunion. Pendant ces rencontres, on pose des questions sur les projets, on demande des conseils ou on partage des informations importantes. Parfois, on discute aussi de manière informelle pendant la pause. C'est un moment où l'on peut parler de sujets personnels ou de nouvelles récentes. Ces échanges permettent de mieux connaître les collègues et de travailler plus efficacement ensemble. Exactement. Et ces échanges ne se limitent pas aux discussions. Ils incluent aussi la collaboration sur des projets. Par exemple, lorsqu'un collègue a besoin d'aide pour un document ou un rapport,
On peut lui expliquer comment faire, on peut montrer un exemple ou lui donner des instructions détaillées. Ces interactions permettent de pratiquer le vocabulaire du travail, ainsi que des phrases complètes pour expliquer et demander quelque chose. Oui, et parfois les échanges se font pendant des réunions ou des présentations. On doit écouter attentivement ce que disent les autres, prendre des notes, poser des questions pour clarifier certains points et répondre avec des phrases correctes et complètes. Ces situations sont très utiles pour pratiquer le français dans un contexte réel, car elles combinent le vocabulaire du travail avec des phrases de communication directes et polies. Très bien, Paul. Tu as bien expliqué l'importance des rencontres et des échanges. C'est un aspect essentiel de la vie professionnelle. Et apprendre à décrire ces situations aide vraiment les auditeurs à parler de leur environnement de travail de manière naturelle et fluide. Très bien, Paul. Après avoir parlé des échanges avec les collègues, parlons maintenant des tâches spécifiques que l'on effectue au travail. Chaque personne a des responsabilités différentes selon son poste, et il est important de savoir s'organiser pour accomplir toutes ces tâches. Peux-tu me donner un exemple de ton organisation quotidienne au travail? Oui, Marc. Chaque matin, je commence par vérifier mes emails et classer les tâches par ordre de priorité. Je note dans un carnet ou sur mon agenda ce qui doit être fait dans la journée. Ensuite, je me concentre sur les tâches importantes qui demandent plus de temps et d'attention. Parfois, je dois préparer des rapports ou des documents. Parfois, je dois organiser des réunions ou préparer des présentations. En fin de journée, je vérifie ce qui a été accompli et je prépare la liste des tâches pour le lendemain. Cette organisation m'aide à ne rien oublier et à travailler de manière efficace. Exactement. Et cette organisation inclut aussi la gestion des délais. Il est important de savoir combien de temps prendre pour chaque tâche et parfois de demander de l'aide si une tâche est trop difficile ou trop longue. Tu peux me donner un exemple de situation où tu dois gérer un délai au travail? Oui, par exemple, si je dois envoyer un rapport à mon responsable avant la fin de la journée, je commence tôt le matin pour rassembler toutes les informations, je vérifie les données, je corrige les erreurs et je relis le document avant de l'envoyer. Parfois, je demande aussi à un collègue de vérifier certaines parties. Cela me permet de respecter le délai et de livrer un travail correct et complet. Gérer les délais fait partie du vocabulaire et des situations importantes au travail. Très bien, Paul. Tu as très bien expliqué comment organiser ses tâches et gérer son temps. Ces exemples sont très utiles pour les auditeurs car ils montrent comment parler de son travail avec des phrases complètes et comment décrire son environnement et ses responsabilités professionnelles. Très bien, Paul. Maintenant que nous avons parlé des tâches et de l'organisation, parlons des informations et des documents que l'on utilise chaque jour au travail. Ces éléments sont essentiels pour accomplir les activités correctement. Peux-tu me donner des exemples d'informations et de documents que l'on trouve dans un bureau ou une entreprise? Oui, Marc. Dans un bureau, on trouve différents types de documents. Par exemple, des rapports, des factures, des contrats, des notes de service ou des emails. Chacun de ces documents contient des informations importantes qui doivent être comprises et utilisées correctement. Les rapports permettent de suivre l'avancement des projets. Les factures servent à gérer l'argent et les paiements. Les contrats montrent les accords entre l'entreprise et ses clients ou fournisseurs. Exactement. Et pour utiliser ces documents, il faut souvent lire attentivement et parfois expliquer certaines informations à ses collègues. Par exemple, si un rapport contient des chiffres ou des données importantes, on doit pouvoir les présenter clairement. Peux-tu me donner un exemple de situation où tu dois expliquer un document à quelqu'un? Oui. Par exemple, si je dois présenter un rapport de vente à mon responsable, je montre les chiffres, j'explique les résultats, je souligne les points importants et je réponds aux questions. Parfois, je dois aussi envoyer ce rapport par email avec des explications détaillées. Cette pratique me permet d'apprendre le vocabulaire spécifique et de construire des phrases complètes pour expliquer des informations professionnelles. Très bien, Paul. Et n'oublions pas que les informations au travail ne se trouvent pas seulement dans les documents. Elles peuvent aussi être communiquées oralement, lors d'une réunion, d'un appel téléphonique ou d'une conversation avec un collègue. Savoir écouter, comprendre et répéter les informations est une compétence importante. C'est exactement ce que nous voulons que les auditeurs apprennent avec ce podcast. Très bien, Paul.
Maintenant que nous avons parlé des documents et des informations, parlons des vérifications et des contrôles que l'on fait au travail. C'est très important pour s'assurer que tout est correct et que les tâches sont bien réalisées. Peux-tu me donner un exemple de ce que l'on peut vérifier dans un bureau ou une entreprise? Oui, Marc. Par exemple, lorsque je prépare un rapport ou un document important, je vérifie plusieurs fois les informations pour être sûr qu'elles sont correctes. Je relis les chiffres, je corrige les fautes d'orthographe et je m'assure que toutes les données sont exactes. Parfois, je demande à un collègue de vérifier aussi. C'est une étape importante pour éviter les erreurs et livrer un travail fiable et précis. Exactement. Et ces vérifications ne concernent pas seulement les documents. Elles peuvent aussi concerner les informations communiquées lors des réunions ou des appels téléphoniques. Il faut écouter attentivement, prendre des notes et vérifier que l'on a bien compris ce qui a été dit. Peux-tu me donner un exemple de ce type de vérification? Oui, par exemple, après une réunion avec le responsable, je relis mes notes pour m'assurer que j'ai bien compris toutes les décisions et les tâches à réaliser. Si quelque chose n'est pas clair, je demande des précisions ou je vérifie les informations avec un collègue. De cette manière, je suis sûr de ne rien oublier et de travailler correctement. Ces vérifications permettent d'éviter les erreurs et de respecter les délais. Très bien, Paul. Tu as bien expliqué l'importance des vérifications et des contrôles. C'est un aspect essentiel de la vie professionnelle et décrire ces situations avec des phrases complètes aide les auditeurs à enrichir leur vocabulaire et à parler de leur travail avec plus de précision et de confiance. Très bien, Paul. Après avoir parlé des vérifications et des contrôles, parlons maintenant des communications professionnelles. La communication est essentielle pour travailler efficacement. Elle peut se faire par email, par téléphone ou lors de réunions. Peux-tu me décrire comment tu communiques avec tes collègues et ton responsable? Oui, Marc, je communique avec mes collègues et mon responsable de plusieurs façons. Par exemple, j'envoie des mails pour partager des informations importantes ou pour demander des précisions. Je passe aussi des appels téléphoniques pour des questions rapides ou urgentes. Parfois, je participe à des réunions où nous discutons des projets, prenons des décisions et organisons le travail. Chaque type de communication demande des phrases claires et précises pour que tout le monde comprenne bien les informations et sache ce qu'il doit faire. Exactement. Et il est important de savoir adapter son langage selon le moyen de communication. Par exemple, un email doit être écrit correctement avec des phrases complètes, tandis qu'un appel téléphonique peut être plus direct, mais toujours poli. Peux-tu me donner un exemple d'email que tu pourrais écrire à ton responsable ou à un collègue? Oui, par exemple, je pourrais écrire un email pour dire « Bonjour Marc, j'ai terminé le rapport sur le projet X, je l'ai vérifié et je l'ai envoyé dans le dossier partagé. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse des modifications. Cordialement, Paul. » Cet email est poli, clair et contient toutes les informations nécessaires. Il permet de communiquer efficacement, sans confusion. Très bien, Paul. Et lors des réunions ou des appels, il faut également écouter attentivement, poser des questions si quelque chose n'est pas clair et répondre avec des phrases complètes. Toutes ces pratiques aident à utiliser le vocabulaire du travail dans des situations réelles et améliorer la compréhension orale et écrite. Très bien, Paul. Maintenant que nous avons parlé de la communication professionnelle, parlons des problèmes que l'on peut rencontrer au travail et de la manière de trouver des solutions. Chaque jour, il peut y avoir des difficultés ou des imprévus. Peux-tu me donner un exemple de problème que l'on peut rencontrer au bureau? Oui, Marc. Par exemple, un problème peut être que certaines informations ne sont pas correctes dans un document ou qu'un projet est en retard par rapport au planning. Parfois, un collègue ne comprend pas bien une tâche et a besoin d'explications. Ces situations peuvent créer du stress ou de la confusion si elles ne sont pas résolues rapidement. Il est donc important de savoir identifier le problème et proposer une solution claire. Exactement. Et pour résoudre un problème, il faut d'abord bien le comprendre, puis communiquer avec les personnes concernées. On peut proposer une solution ou demander des conseils. Peux-tu me donner un exemple concret de solution que tu pourrais proposer à un collègue? Oui, Marc. Par exemple, si un collègue a du mal à remplir un document correctement, je peux lui montrer étape par étape comment le compléter. Je peux aussi lui donner un exemple ou vérifier ensemble certaines parties du document. De cette manière,
le problème est résolu, le travail continue normalement et tout le monde comprend mieux ce qu'il doit faire. Expliquer la solution avec des phrases complètes est très important pour pratiquer le français dans un contexte professionnel. Très bien, Paul. Tu as bien expliqué comment identifier un problème et proposer une solution. C'est une compétence essentielle au travail. Et en apprenant à parler de ces situations avec des phrases longues et claires, les auditeurs pourront mieux décrire leur environnement professionnel et leurs expériences. Très bien, Paul. Après avoir parlé des problèmes et des solutions, parlons maintenant de la préparation et de la planification des tâches futures. C'est une étape très importante pour organiser son travail et être efficace chaque jour. Peux-tu me décrire comment tu planifies tes tâches pour les prochains jours? Oui, Marc. Chaque fin de journée, je prends un moment pour réfléchir aux tâches que je dois accomplir le lendemain. Je fais une liste en notant les priorités. Les tâches les plus importantes sont en haut de la liste. Ensuite, je note les tâches qui demandent moins de temps ou qui sont moins urgentes. Je prépare aussi les documents nécessaires pour chaque tâche. De cette manière, je commence la journée suivante de façon organisée et je sais exactement ce que je dois faire. Exactement. Et cette planification peut inclure la préparation pour des réunions, des présentations ou des projets à long terme. Il est important de prévoir suffisamment de temps pour chaque activité et d'anticiper les problèmes possibles. Peux-tu me donner un exemple concret de planification pour un projet à venir? Oui, par exemple, si nous avons un projet à livrer dans une semaine, je commence par diviser le projet en plusieurs étapes. Je note les actions à réaliser chaque jour, je prépare les documents et les informations nécessaires, je communique avec mes collègues pour savoir qui fait quoi, et je vérifie régulièrement l'avancement du projet. Cette planification m'aide à rester concentré, à respecter les délais et à éviter le stress. Très bien, Paul. Tu as parfaitement expliqué l'importance de la préparation et de la planification. C'est une compétence essentielle pour réussir dans n'importe quel travail. Et en décrivant ces situations avec des phrases longues et claires, les auditeurs peuvent apprendre à parler de leur travail de manière organisée et efficace. Très bien, Paul. Nous avons parcouru ensemble tous les thèmes importants pour ce podcast. Nous avons parlé du vocabulaire essentiel du quotidien, en commençant par la maison, en passant par l'école et en terminant par le travail. Nous avons décrit les lieux, les objets, les actions, les échanges avec les collègues, ainsi que la planification et les vérifications. Tout cela avec des phrases simples, mais longues et complètes, pour que les auditeurs puissent apprendre et répéter facilement. Oui, Marc, c'était très intéressant de parler de tous ces sujets. Je pense que les auditeurs ont appris beaucoup de vocabulaire et d'expressions utiles. Ils ont pu écouter des phrases complètes qui montrent comment décrire leur environnement à la maison, à l'école et au travail. Ils peuvent maintenant pratiquer eux-mêmes en répétant, en décrivant leur maison, leur école ou leur lieu de travail et en utilisant le vocabulaire que nous avons présenté. Exactement, Paul. Et pour aller plus loin, je conseille aux auditeurs de prendre des notes, de répéter les phrases à voix haute et d'essayer de construire leurs propres phrases en utilisant les mots et expressions que nous avons expliqués. Pratiquer régulièrement permet de mieux mémoriser le vocabulaire et de gagner en confiance pour parler en français. Oui, et je recommande aussi de décrire chaque jour son environnement, même si c'est très simple. Par exemple, parler de ce que l'on fait dans la cuisine, dans la chambre ou au bureau. Cela aide vraiment à s'habituer aux phrases longues et à utiliser le vocabulaire dans la vie quotidienne. C'est exactement ce que nous avons essayé de montrer dans ce podcast. Très bien, Paul. Merci beaucoup pour cette discussion et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast vous aidera à enrichir votre vocabulaire, à améliorer votre français et à décrire votre environnement de manière claire et naturelle. À très bientôt pour un nouvel épisode avec de nouveaux dialogues et de nouveaux thèmes. Oui, merci à tous. Continuez à pratiquer, répétez les phrases, utilisez le vocabulaire et amusez-vous en apprenant le français. À bientôt. Très bien, Paul. Nous avons exploré ensemble le vocabulaire essentiel du quotidien en parlant de la maison, de l'école et du travail. Nous avons décrit des lieux, les objets, les actions et les interactions.
Tout cela avec des phrases simples mais complètes pour que les auditeurs puissent apprendre facilement et répéter. Oui, Marc, et j'espère que les auditeurs ont retenu beaucoup de mots et d'expressions utiles. Maintenant, ils peuvent pratiquer eux-mêmes, décrire leur maison, leur école ou leur lieu de travail, et utiliser le vocabulaire que nous avons présenté. La pratique quotidienne est la clé pour progresser. Exactement. Je conseille aux auditeurs de prendre des notes, de répéter les phrases à voix haute et de construire leurs propres phrases. Décrire son environnement, parler de ses activités et expliquer ses tâches au travail permet de mémoriser le vocabulaire et de gagner en confiance. Oui, même si ce n'est que quelques phrases par jour, parler de sa journée, de sa maison ou de son école permet de s'améliorer rapidement. Continuer à pratiquer, écouter et répéter est très important. C'est exactement ce que nous avons montré dans ce podcast. Merci à tous nos auditeurs. Nous espérons que ce podcast vous aidera à enrichir votre vocabulaire, à mieux parler et à décrire votre environnement en français. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli de dialogues pratiques et intéressants. Oui, merci à tous. Continuez à pratiquer et amusez-vous en apprenant le français. À très bientôt.